Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Aujourd'hui, mercredi 3 mai, parole à Sylvaine Pomonti, principale adjointe du collège La Clé de Saint-Pierre-à-Élancourt et coordinateur de la deuxième édition du Skyrob. Le challenge robotique de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et d'Élancourt est organisé demain. 9 communes seront représentées et plus de 800 élèves présents pour l'événement. Parole aussi dans cette émission à Marilyn Luzieux, secrétaire du collectif pour la semaine de la mémoire de l'esclavage de Saint-Quentin en Yvelines. La 9e édition de cette semaine spéciale débute demain avec au programme du cinéma, des expositions du sport et des conférences. Fil rouge cette année, les figures féminines de la résistance. Mais pour débuter cette émission, je me tourne vers vous, Sylvaine Pomonti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du coup en charge de l'organisation de cette deuxième édition du Skyrob. Je ne sais pas comment on dit Skyrob, aussi appelé Challenge Robotique, c'est plus simple. Un événement qui a lieu demain, jeudi 4 mai au Prisme à Élancourt. 37 classes seront présentes pour l'occasion, 800 participants, ce qui fait beaucoup tout de même, et 9 villes qui y participent du bassin de Saint-Quentin en Yvelines. J'ai envie de vous poser la question, 800 élèves, est-ce que vous êtes prêts à les accueillir demain au Prisme à Élancourt? Est-ce que tout est prêt? Le parcours notamment? Alors, le parcours est prêt, donc ce n'est pas tout à fait 37 classes participantes cette année, puisqu'on a 23 équipes qui vont s'affronter demain. Donc oui, le parcours est prêt. On est prêt à accueillir au Prisme tous ces élèves qui vont venir en fait par vagues successives. On ne va pas pouvoir tous les accueillir en même temps. Alors, je veux parler de parcours, le challenge robotique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vont faire les élèves demain au Prisme à Élancourt? Alors, demain, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire évoluer un robot de leur choix sur un parcours. Donc un parcours, soit un parcours imposé qui est déjà proposé, soit un parcours libre qu'on appelle le parcours artistique. On en voit quelques images à l'écran, c'était la saison passée. Voilà, donc ça c'est l'édition de l'année dernière en effet. Donc là, l'année dernière, comme cette année, parcours libre ou parcours imposé comme vous voyez ici. Alors, précisons que ce sont des robots que les élèves, les classes ont elles-mêmes préparés. Alors, pas forcément, puisque on a des classes de la moyenne section jusqu'à la seconde. Donc, à la moyenne section, on ne va pas leur demander forcément de construire leur robot. Donc, en fait, ils peuvent soit utiliser un robot spécialement dédié à l'éducation, soit un robot, effectivement, qu'ils construisent. Les plus grands construisent souvent leur robot. Alors justement, les plus grands qui ont construit leur robot, qu'est-ce qu'ils ont appris pendant peut-être ces semaines ou ces mois sur lesquels ils ont travaillé sur le robot? Ils ont appris à programmer Alors déjà, dans un premier temps, effectivement, il faut apprendre à programmer le robot. Et il faut apprendre à programmer le robot sur un parcours, ce qui nécessite quand même quelques adaptations. C'est une façon ludique en fait d'initier les élèves au codage et à la programmation. Justement, j'allais vous demander l'objectif de ce challenge, c'est d'apprendre aux enfants à devenir les futurs rois de la robotique. Alors peut-être pas les rois de la robotique, mais certainement en tout cas, c'est un moyen d'intéresser les élèves dès leur plus jeune âge à la programmation et à la robotique avec quelque chose de concret, une réalisation concrète. Et puis pour les plus grands aussi, c'est un moyen de prévenir le décrochage scolaire, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que cette application concrète de la programmation, ça a aidé aussi, ça intéressait énormément nos élèves et ça les aidait à rester scolarisés. Ouais, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est aussi un moyen d'aiguiser un peu, de leur faire des mathématiques, de la science à travers cette utilisation des robots qui les intéressent, vous le disiez? Oui, alors c'est vrai que donc par exemple dans leur plus jeune âge, on se rend compte que toutes les disciplines peuvent s'adapter à l'utilisation de la robotique. On peut mettre la robotique en fait à beaucoup de disciplines, à beaucoup de choses différentes. Et puis quand ils sont plus grands, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui les enseignements pluridisciplinaires, enfin c'est pas tout à fait ça, mais les EPI. Donc ça permet en fait aux élèves de travailler différentes disciplines et différentes compétences à travers la robotique. Alors on sait que la commune d'Élancourt est à la pointe, on va dire, sur l'enseignement de la robotique dans ces écoles, dans ces collèges. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, concrètement, tous les élèves de collège en 2017 devraient avoir accès à cet enseignement-là, à côté évidemment des enseignements traditionnels? Est-ce que c'est devenu essentiel pour leur futur? Alors c'est tellement devenu essentiel que l'apprentissage du code est maintenant inscrit dans les programmes de l'éducation nationale à partir du cours élémentaire. Donc c'est vrai que c'est considéré aujourd'hui comme quelque chose d'essentiel à l'enseignement. Alors, pour revenir sur ce concours organisé demain au Prisme, à partir ce jeudi 4 mai au Prisme, entre 9h et 16h30, puisqu'on parle d'un challenge, qui seront les arbitres ou les juges éventuels, est-ce qu'il y en aura ?
Alors, bien sûr, on a des juges donc, qui sont le jury composé de professionnels qui sont issus du monde de l'entreprise, en particulier d'entreprises locales, et puis de membres, évidemment, de l'éducation nationale. D'accord. Donc, parmi les entreprises locales représentées, on a Airbus, on a Thales, par l'intermédiaire de l'association Elle Bouge, que nous avons sollicité pour faire partie du jury. D'accord. Ce seront uniquement les enfants, hein, on le rappelle, qui participeront à ce challenge. Les adultes, eux, sont uniquement spectateurs. Alors, les adultes encadrent, hein, puisque les enfants ne sont pas tout seuls sur le parcours, ils sont encadrés par leurs enseignants. Les enseignants ont encadré et appris à programmer les robots aux enfants Aussi pendant toute l'année. Donc, on ne va pas non plus les mettre de côté tout de suite. Ils seront bien évidemment présents sur le plateau avec leurs élèves. Alors, c'est la deuxième édition. Comment vous sentez les enfants? Est-ce qu'ils sont intéressés par la chose? Est-ce qu'ils le sont tous? Est-ce que aussi les professeurs, puisqu'ils apprennent eux-mêmes à programmer, sont intéressés également? Est-ce que vous sentez une émulation pour ce programme-là? Alors totalement. Hier avait lieu, pareil sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines, au lycée Dumont-d'Urville, le forum des usages numériques, où beaucoup justement des enseignants qui encadrent des classes qui participent au challenge cette année ont témoigné. Et c'est vrai qu'on sent un vrai, un vrai effort et un vrai plaisir à la fois des enseignants et des élèves à s'intéresser à la robotique. Très bien, merci Sylvia Pimonti pour toutes ces informations concernant le Skyrob pour cette deuxième édition. Et puis la rédaction de TV Fil 78 sera là demain jeudi 4 mai au Prisme et Elancourt et vous aurez du coup un reportage complet sur cet événement dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup. On poursuit cette émission avec une nouvelle invitée plutôt, Marilyn Luzieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire du collectif pour la semaine de la mémoire de l'esclavage de Saint-Quentin en Yvelines, c'est le nom complet, une semaine que vous organisez tous les ans entre le 4 et le 10 mai. Cette année, c'est la 9e édition. Et puis peut-être un peu d'histoire déjà pour commencer. Le choix des dates plutôt du 4 au 10 mai n'est pas le fruit du hasard. Alors, nous souhaitions, plutôt que de rester sur une date unique, qui est la date nationale du 10 mai, accompagner le public vers cette date et terminer en apothéose avec cette date-là pour que justement ce ne soit pas juste une journée de commémoration ou quelques minutes de commémoration, dépôt de voilà, et qui soit très rapidement oublié. Alors vous organisez une semaine complète qui débute ce jeudi 4 mai avec de nombreuses manifestations. On aura l'occasion de revenir dessus, mais expliquez-nous déjà quel est l'objectif principal de cette semaine. C'est de faire vivre le devoir de mémoire. Oui, c'est important de poursuivre, d'accompagner autrement. C'est dans les programmes scolaires à l'école primaire. Toutefois, c'est quelques heures et nous essayons d'aborder ce sujet sur différents angles. Et puis, il y a, comment dirais-je, d'autres aspects que nous pouvons creuser et accompagner tout au long de l'année. D'ailleurs, avec le temps, nous accompagnons même toute l'année, puisque nous avons un atelier qui s'appelle Récréa, qui fonctionne tout au long de l'année, et où, les expositions, en tout cas l'exposition phare de l'année, se prépare pendant tout au long de l'année pour ensuite être disponible lors de la semaine. Selon vous, aujourd'hui, l'enseignement, l'histoire de l'esclavage qui a été aboli officiellement en France en 1848 est enseigné un peu trop sommairement? Disons qu'il est enseigné de manière académique. Nous, ça nous permet de prendre d'autres angles, comme je vous le disais. Et puis surtout, c'est un sujet qui n'est pas attractif. On ne va pas se vanter d'avoir des ancêtres esclaves. Or, il est important à la fois que cette partie de l'histoire soit partagée, non pas sous l'aspect de la revendication, de la réparation, parce qu'on ne saurait pas véritablement comment travailler cette réparation, mais surtout d'une appropriation commune, donner des figures mythiques à ses descendants d'esclaves et permettre aux autres, on va dire, descendants de colons, de se rendre compte qu'il y avait aussi
des figures mythiques dans le peuple noir. Et ça peut aider éventuellement au mieux vivre ensemble, selon vous? Exactement, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif que nous poursuivons depuis la création de ce comité et même auparavant quand nous ne fonctionnons que sur une seule journée et même avant qu'il n'y ait cette date retenue nationalement. Alors à chaque édition vous avez un fil rouge et pour cette 9e année ce sont les femmes. Vous dites sur votre site internet qu'elles sont les oubliées de l'histoire de l'esclavage. Mais de toute l'histoire. De toute l'histoire, oui. De toute l'histoire. Si on regarde bien, on va montrer une femme peut-être en arrière-plan d'un grand homme politique, mais alors, rarement... Petit cours d'histoire, est-ce que vous pourriez nous présenter très rapidement, au moins nous donner le prénom et le nom d'une femme mythique qui s'est battue toute sa vie pour la lutte contre l'esclavage? Sur la Guadeloupe, on aura... Enfin, comment dirais-je, la Guadeloupe célèbre Mulâtresse Solitude, qui s'est battue et qui a laissé sa vie puisqu'elle a été exécutée et parce qu'elle a lutté contre le rétablissement de l'esclavage. Vous savez qu'il y a eu une première abolition et ensuite, au début du 19e, et ensuite un rétablissement par Napoléon et donc comment dire, ce groupe n'a absolument pas accepté et en particulier donc Mulâtresse Solitude qui a lutté et qui n'a pas fléchi. On va terminer peut-être par parler quand même du programme, qui débute demain, ce jeudi 4 mai à Trappes, avec une rencontre avec des élèves, c'est ça, à Trappes, à la Bibliothèque Anatole France. Il y a aussi une séance de cinéma. Nous avons à cœur de toujours associer les élèves. Donc c'est un partenariat qui s'inscrit avec les échanges et les contacts qu'on noue au fil des éditions avec donc les médiathèques, les centres, comment dirais-je, pas les centres de loisirs, mais les maisons de quartier et les écoles qui souhaitent bien entendu. On va donner un autre temps fort puisque le temps presse malheureusement. Un autre temps fort, c'est samedi, cette fois-ci à la salle du Conseil d'agglomération à Trappes. Là, il y aura plusieurs événements, une exposition, une table ronde et une conférence. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que cet aspect de conférence il est toujours assez problématique de rallier comment dirais-je, le public. Donc, c'est important de venir aussi écouter ces échanges et être confronté à des personnes qui ont fait des recherches beaucoup plus approfondies et qui peuvent apporter des solutions ou en tout cas des réponses. On est malheureusement un peu pressé par le temps. Je suis désolé de vous couper, mais je parle plus lentement. Alors, autre temps fort, donc le 8 mai, la journée sportive. Il y a du sport, il faut vraiment, excusez-moi, le lundi 8 mai, il y a du sport. Le mercredi 10 mai, il y a un spectacle, notamment au Scarabée à la Verrière. En tout cas, toutes les informations, on va le voir s'afficher à l'écran, sur le programme et notamment sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, désolé pour ce manque de temps. N'hésitez pas, venez nombreux, nous avons besoin de soutien et vous ne perdrez pas votre temps. Surtout s'il pleut comme en ce moment. Merci Marilyn Luzieux pour toutes ces informations et puis rendez-vous sur votre site internet. Du coup, c'est la fin de ce 7-8 les invités pour ce soir prochain. Rendez-vous demain. D'ici là, retrouvez toutes nos séquences en replay sur notre site internet ou notre application. Bonne soirée à tous.